Bonjour. Ravi aussi d'être avec vous ce matin. Le thème du colloque, c'est les fragilités. J'ai envie de dire, nous avons tous des fragilités, mais nous avons aussi tous des ressources. Ce sont ces ressources qu'Aurore essaie de mettre en valeur avec les personnes qu'elle accueille et accompagne, et dont je souhaite vous parler ce matin. Alors, c'est quoi Aurore? Aurore, c'est une association qui a près de 145 ans, qui accueille et accompagne chaque année environ 30 000 personnes en situation de précarité ou d'exclusion, avec 1600 salariés, 700 bénévoles environ. Nous sommes organisés autour de 3 missions, l'hébergement, le soin et l'insertion. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'en matière d'hébergement, on démarre avec les maraudes dans la rue pour aller jusqu'à de l'accompagnement de personnes en difficulté dans leur logement. Ça veut dire qu'on accompagne des gens qui ont des problèmes d'addiction, des problèmes de santé chronique et qui sont à la rue, mais également des personnes qui ont des problèmes de maladies psychiques. Et ça veut dire que ces gens, on va les prendre, les accompagner dans des parcours, beaucoup autour de l'hébergement, et puis qu'à un moment donné, on va les aider, notamment sur tout ce qui concerne leur insertion professionnelle, que ce soit par la formation ou par des outils professionnels de type les chantiers d'insertion. L'association propose et expérimente des formes innovantes de prise en charge qui s'adaptent à l'évolution des phénomènes de précarité et d'exclusion. Quelques exemples, la gestion de sites intercalaires, parce qu'effectivement, il vaut mieux être dans des logements qui resteraient gardiennés par des maîtres chiens en attendant les travaux plutôt qu'à l'hôtel ou à la rue. Des modulaires, parce que, effectivement, parfois occuper des terrains vides, y installer des algécos de qualité pour une période déterminée, ça permet de mettre à l'abri dignement des personnes. Ou bien nos équipes mobiles qui vont vers les personnes. Car je crois que là, il y a un vrai sujet, c'est-à-dire comment on fait que, plutôt que pour maintenir les personnes dans leur domicile et dans la cité, plutôt que les installer dans les structures où elles seront hors de la cité. En même temps, pour être adaptés, nos modèles doivent en permanence s'interroger et évoluer. Et je voudrais vous parler un peu des communautés thérapeutiques qui me semble reposer justement sur un principe de mobilisation des personnes avec leurs ressources. Mobilisées dans leur parcours de soins, dans le processus thérapeutique et dans le fonctionnement de la communauté. Ces communautés, elles vont plus loin que la loi l'impliquait en matière de participation des usagers. Vous savez qu'il y a une loi qui a décrété en 2002, et je pense que ça a permis de franchir des grands pas, que la participation des usagers devait être défendue. Il me semble, et c'était dit avant, qu'aujourd'hui, on a affaire à des personnes qui vont se retrouver dans le circuit de l'exclusion et qui ne sont plus du tout, quand elles sont à la rue, l'image traditionnelle qu'on pouvait avoir du clochard des années 50. Aujourd'hui, à la rue, on a des jeunes, on a les personnes âgées, 16% des personnes hébergées sont des personnes âgées. On a des travailleurs pauvres, 25% des personnes qui arrivent. Bref, on a le panel de la société qui vit et qui va basculer de la précarité vers l'exclusion. Et donc, la première question à se poser, c'est ces personnes, aujourd'hui, on ne peut plus être dans un système qui a fonctionné il y a un certain nombre d'années, qui était un système d'assistance. On doit être dans la co-construction, dans l'accompagnement avec elles. Et à ce niveau-là, les communautés thérapeutiques qui accueillent des personnes qui ont de grosses problématiques d'addiction au départ tentent, en tout cas, une réponse un petit peu différente. D'abord, ce sont des lieux communautaires pour des personnes qui ont vécu souvent très isolées, très éloignées de leurs proches. Ce sont des lieux où la dépendance n'est pas considérée comme une maladie, mais comme un comportement lié à la globalité de l'individu et à son parcours. Les modalités de travail vont reposer, et c'est important, sur le groupe, sur la responsabilisation et sur la structuration des temps et des activités. Il s'agit, comme toujours, de conduire la personne vers l'autonomie, vers la réinsertion sociale, professionnelle et affective. Pour autant, on va aborder les choses autrement. Par exemple, dans ces lieux-là, les travailleurs sociaux changent de place. Ils sont davantage en retrait pour laisser les résidents au cœur de la structure, les aider à s'aider pour qu'ils puissent à nouveau s'aider elles-mêmes.
les professionnels proposent un programme d'activité éducative et thérapeutique afin de permettre aux résidents d'évoluer par étapes et de devenir lui-même un intervenant auprès du groupe de pairs. C'est une évolution progressive vers plus de responsabilité et plus d'autonomie qui fonctionne sur du long terme, car le temps, vous le savez, est important. Ça a d'ailleurs été dit par le premier intervenant. Oui, il faut du temps pour aider les gens à se remettre debout. Dans ces communautés, les parcours de vie sont très divers. Pour autant, énormément de personnes ont eu des situations sociales avant que les produits les fassent sombrer dans l'exclusion. Dès leur arrivée, donc, ils s'inscrivent dans un travail de groupe. C'est la première phase. Ces groupes sont animés par les conseillers. C'est quoi un conseiller? C'est un ancien consommateur qui est devenu un intervenant et un salarié de l'équipe. Important cette question-là, probablement que ça a été abordé depuis hier, c'est la question de comment on passe d'une situation où on vit soi-même le problème et comment on va le partager après. Et il me semble que cette dualité entre des professionnels, on va dire travailleurs sociaux classiques, soignants, et des personnes qui ont vécu, qui ont traversé les problématiques, on rencontre ça aussi aujourd'hui à travers une expérience qui s'appelle Un chez soi d'abord, qui travaille avec des gens qui ont des problématiques psychiques. On voit bien qu'il y a une autre approche, un autre partage qui peut se faire. Donc la communauté thérapeutique s'appuie aussi sur ces personnes-là. Et dans cette première phase, on va inviter les gens à se responsabiliser à partir d'objectifs concrets en rendant compte au groupe. Puis arrive la phase 2, où la personne va prendre plus de responsabilités dans le groupe. La sortie va avoir lieu, on va aller faire les courses, on va conduire une voiture, on va aller vers l'extérieur. Je vous le redis, tout ça prend du temps. Du temps, et évidemment, comme tout parcours, ça peut être chaotique. En phase 3, on travaille avec les personnes à préparer la sortie et leur insertion, notamment professionnelle. Après la sortie, ceux que l'on appelle les anciens viennent régulièrement participer au groupe, témoigner de leur parcours. C'est le cas de Franck, qui revient tous les jeudis à la communauté thérapeutique d'Aubervilliers, puisqu'elle est à côté de notre communauté thérapeutique, participer au groupe de parole. Ainsi, lui qui a arrêté les produits, c'était son choix, vient aider les autres, les supporter et soutenir ce groupe en leur racontant son propre vécu. Aujourd'hui, donc, il a quitté cette communauté et il a voulu aller plus loin en se présentant comme représentant des usagers au conseil d'administration de l'association Aurore. Nous avons fait un choix, celui d'ouvrir notre conseil d'administration à des représentants des familles, ça c'était la première époque, et aujourd'hui à des représentants des personnes qui vivent chez nous. Et je vous assure qu'avoir 2 représentants élus dans nos instances, c'est extrêmement important, à la fois pour cette gouvernance associative, composée de bénévoles et de salariés, mais aussi par rapport au groupe d'usagers. C'est-à-dire que le boulot de ces gens qui les représentent, c'est bien de préparer ces réunions, puis de rapporter aux autres ce qui a pu s'y dire. Et du coup, ça crée dans cette association qui est très diverse, comme je vous le disais, qui accueille des personnes qui rencontrent des problèmes très différents, ça crée une synergie et une dynamique extrêmement positive. Et puis surtout, eh bien, ça ouvre cette association à l'écoute de la parole des personnes. Et à mon avis, ce type d'investissement est à encourager. Alors voilà, ce que je voudrais vous dire en guise de conclusion, c'est 4 choses. Pour moi, briser ou sortir du cercle des fragilités interdites, c'est aujourd'hui, 1, rompre les digues que les politiques publiques en silo et nos concurrences associatives ont construites. Il faut décloisonner. 2, agir main dans la main, professionnels et, appelons-les comme on veut, citoyens, bénévoles, volontaires, aidants et usagers. 3, hybrider nos actions en les ouvrant dans la cité. Nous devons ouvrir toutes nos structures à la cité pour que nous trouvions notre place et que chacun comprenne que chacun peut avoir sa place fraternelle dans la cité. Et 4, enfin, redonner du pouvoir d'agir à tous ceux que nous accompagnons. Je vous remercie.